Ne faites pas attention à l'esbrouf d'Alassane Dramane Ouattara. Gaspard Dieudonné, alias le Chameau, est un incapable. Au lieu de choisir dès le départ la voie de la tempérance, de la pondération, de la négociation et de la diplomatie, Alassane Ouattara, monté sur ses ergots, a décidé de bomber sa poitrine d'arrogance et de démontrer à la face de la terre entière que lui, Gaspard Dieudonné, alias le Chameau, est un homme invincible que nul ne peut soumettre, qu'il est un être parfait qui ne fait jamais d'erreur et que jamais il ne saurait demander pardon à de petits colonels qui ont fait un coup d'État au Mali. La situation actuelle de crise aiguë entre la Côte d'Ivoire et le Mali n'a d'autre fondement que l'orgueil, la suffisance, l'arrogance et la condescendance du despote ivoirien. Comme l'enseignent les traditions africaines, lui, l'aîné, aurait dû faire preuve de hauteur d'esprit et de pondération pour régler par le dialogue les problèmes. Imagine-t-on une telle crise possible avec le président Feu Félix Houphouët-Boigny? Il aurait immédiatement, par la voie de la sagesse et du dialogue, trouvé les moyens pour circonvenir efficacement cette poussée de fièvre, et nos 46 soldats n'auraient pas fait plus d'un mois de prison, même pas 72 heures. Mais hélas, guidé par son orgueil, l'octogénaire supermenteur ne peut se permettre de se présenter sous le jour d'un homme faible. C'est pourquoi il remue ciel et terre pour vaincre le Mali militairement, économiquement, médiatiquement ou à tout le moins diplomatiquement. Il veut montrer aux Maliens qu'il peut les réduire, les détruire, et dans cette volonté, il laisse entendre qu'il est prêt à aller au pire, c'est-à-dire à mobiliser la force armée de la CEDEAO, les Comog, pour venir agresser le Mali et supprimer les colonels. Cependant, il ne faut pas que les Maliens prêtent plus attention que ça à l'esbrouf d'Alassane Ouattara. C'est un imposteur qui surfe sur la fanfaronnade et la hâblerie pour tenter d'en imposer. Il passe son temps à faire croire aux gens ce qu'il n'est pas et se vante de capacités dont il ne dispose pas. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Le dictateur des lagunes ne peut pas faire la guerre au Mali, même s'il le souhaitait, ça serait un vœu pieux. Il n'a pas une armée en état de faire la guerre, même contre le petit Togo, qui a une superficie de 56 785 km² et 8 millions de population. Non seulement les soldats ivoiriens sont démotivés, mais pire, l'armée ivoirienne n'a jamais fait de guerre de haute intensité. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va aller apprendre aux soldats à se confronter à une armée malienne qui est en opération militaire spéciale depuis plus de 10 ans, qui a appris des techniques des forces spéciales européennes et des enseignements des experts militaires de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne au Mali, une armée dont les officiers sont tous diplômés des académies de guerre chinoises, russes, américaines et marocaines, qui a reçu récemment un flux massif d'armes et d'aéronefs en provenance de la Russie, et surtout qui a le soutien du peuple malien qui est très chatouilleux sur les questions de dignité et d'honneur. Entrer en guerre contre le Mali, c'est entrer en guerre contre les 20 millions de Maliens. D'ailleurs, dans les casernes militaires ivoiriennes, tous les soldats sont concrets. Ils disent de façon triviale que ces chiens qu'Alassane va envoyer pour aller faire la guerre au Mali, quand il mange les milliards avec sa famille, même les miettes ne retombent pas dans nos gamelles. Ils ajoutent que face à des militaires maliens qui combattent et tuent les terroristes, si ce n'est pas leur mort que Gaspard Dieudonné, alias le Chameau, cherche, ils ne comprennent pas pourquoi il les enverrait là-bas, et de renchérir. C'est quelle méchanceté ça? Ou bien Gaspard veut qu'on nous tue cadeau. On lui a fait quoi? En tout cas, c'est pas nous qui allons aller là-bas. S'il est trop fâché, il n'a qu'à prendre sa famille pour aller faire la guerre. La route du Mali, là, la fiole connaît. Mais au-delà, attaquer militairement le Mali avec une coalition internationale ne peut se faire qu'avec le soutien d'une résolution contraignante des Nations Unies. Or, la Russie et la Chine sont membres permanents du Conseil de sécurité et à ce titre, ces deux pays ont un droit de veto.
Si la CEDEAO agit sans un mandat onusien robuste, ce serait une attaque contre la souveraineté du Mali et dans ce cas, les colonels vont faire appel à leurs alliés, décréter une mobilisation générale de tous les jeunes en âge de combattre, instaurer la loi martiale, distribuer des armes à la population et mener une guerre de harcèlement qui peut durer longtemps. Comme le disait l'ancien président togolais, la guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais comment et quand ça finit. Et puis, la CEDEAO va-t-elle envoyer des milliers de soldats au Mali, simplement pour faire libérer 46 soldats ivoiriens qui peuvent recouvrer la liberté grâce à de la médiation et du bon sens, alors qu'elle n'envoie pas les mêmes soldats pour aller combattre les djihadistes? Il ne faut jamais sous-estimer le degré de mobilisation d'un peuple attaché viscéralement à sa souveraineté. La coalition internationale menée par le Portugal, qui a tenté de renverser le régime de Sékou Touré en 1970, l'a appris à ses dépens. Pour rappel, le 22 novembre 1970, l'opération Mer Verte, en portugais Operação Mar Verde, est menée contre la Guinée-Conakry par des soldats portugais, dont les fusiliers Speciais, l'unité d'élite de l'armée coloniale portugaise, des traîtres guinéens, des alliés africains, y compris la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, qui a facilité les droits de passage en mer. Le but de cette attaque amphibie de très grande ampleur était de tuer le président Ahmed Sékou Touré, de renverser le régime socialiste guinéen et de placer à la tête du pays des alliés des Occidentaux. Cette attaque nocturne surprise et brutale permit aux assaillants de déstabiliser l'armée guinéenne, de contrôler le camp Boiro, d'occuper la moitié de la capitale grâce à leur puissance de feu et une coupure d'électricité, et d'attaquer le palais présidentiel d'où le président avait été exfiltré de justesse. Le régime était ébranlé. Mais quand Sékou Touré, via Radio Conakry, lança un appel à la mobilisation générale contre les envahisseurs étrangers, le peuple guinéen sortit en masse avec des armes et des gourdins pour traquer les mercenaires. L'armée se réorganisa aussitôt et le camp militaire Samori Touré, qui n'avait pas été détruit, lança la contre-attaque. En quelques heures, le peuple guinéen, sorti par dizaines de milliers, au nom de sa liberté et de sa dignité, réussit à neutraliser l'attaque et à repousser les assaillants qui ont fui par la mer en abandonnant sur place leurs complices guinéens. Comme le dit ce témoin de l'histoire, faire une rétrospective sur les événements, sur l'agression portugaise du 22 novembre 1970 en Guinée, faire remonter en surface des émotions, des sentiments de douleur, de tristesse, mais surtout une liesse de joie. J'étais au terme de l'université, mes études universitaires. Parce qu'à l'époque, il y avait les deux universités, Gamal et Julius Nyerere, IPK. Donc, c'est ce que ça intervenait en 70. Nous, on était là-bas. Mais les nôtres camarades qui étaient là, chacun a eu un fusil. Et ils ont été répartis entre les différents postes de garde. Tous les citoyens se sont répartis sur l'espace territorial de Kaloum. Donc, chacun avec une mission précise dans l'intérêt de la protection de la nation, par là, sa capitale. Et cette organisation spontanée, surtout suivie après l'appel du camarade Ahmed Sékou Touré, annonçait qu'à 2 h du matin, nous sommes victimes des forces étrangères contre notre souveraineté. Le Portugal ayant servi de tête de pont, mais les acteurs principaux, c'est la France et tant d'autres. Puissance qui était jalouse de l'immensité de nos richesses naturelles, du sol et du sous-sol. Malgré la résistance guinéenne à travers la mobilisation de la population et de l'armée, plus de 100 personnes ont trouvé la mort. Cet acteur de l'événement se dit fier du courage des Guinéens. Nous avons relevé dans la vaillance africaine le défi. Désarmés, mais nous avons mis hors l'eau, nous avons arc-bouté les puissances. Un bateau est là, dans le Bagataï. C'est un sombré là-bas. Pour vous dire, et confirmer cette thèse d'Ahmed Sékou Touré. L'Europe, la puissance colonisatrice, ne saurait jamais connaître ce que c'est que l'Afrique. L'Afrique a ses valeurs. Elhadji Sékou Beka Bangoura regrette que cette histoire, qui est un trésor, reste sans être célébrée.
Cependant, il invite tous les dirigeants guinéens à accorder de l'importance à cette journée qui porte la vie de notre pays. Ce fut aussi le cas lors de la guerre tchadio-libyenne qui a duré 10 ans de 1978 à 1987 autour de la bande d'Aouzou. Malgré ses énormes moyens militaires et financiers, la Libye n'a jamais pu vaincre le Tchad, dont l'armée, dirigée par Hissène Habré, a guéri au feu par plusieurs années de lutte contre une rébellion financée par des puissances étrangères, a résisté. Le peuple tchadien, faisant bloc avec son armée, au nom de sa dignité et de sa pleine souveraineté sur l'intégralité de son territoire, a défait l'armée du colonel Mouammar Kadhafi, qui était bien mieux équipée, mieux armée et mieux payée. La leçon à en tirer est qu'il ne faut jamais minimiser un peuple qui se bat pour sa dignité et son honneur. Si pour faire plaisir à Alassane Ouattara, la CEDEAO lance une guerre contre le Mali, ce sera une tentative de colonisation militaire d'un État souverain, et cela, elle ne peut se le permettre, car aucun État de la sous-région n'est prêt à payer le prix du sang et à dépenser des milliards de francs CFA en armes, munitions, équipements logistiques, soldes et traitements divers, rien que pour les beaux yeux de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO ne peut bander les muscles que si le Nigeria se met en avant et si la France promet de payer toutes les factures de la guerre. Or, le Nigeria peine à vaincre Boko Haram sur son propre territoire, et quant à la France, elle est en pleine dépression économique et lutte contre la récession. De toutes les manières, cette organisation ne peut que disparaître à terme. Elle est divisée profondément et sa mort programmée est perceptible par tout le monde. Macron n'est pas bête. Macron n'est pas bête et les pays voisins du Mali ne sont pas bêtes aussi pour attaquer le Mali. Je dis et je le répète, vous qui êtes dans ce forum, tenez-vous prêts. Voilà, le message est passé au niveau de la confrérie panafricaine. Si on ose attaquer le Mali, ne serait qu'avec une seule roquette, nous allons nous en prendre à tous les biens français. Je dis bien tous les biens français. Toutes les sociétés européennes, américaines, toutes les sociétés des Occidentaux présents sur le sol africain, partout où ça y est. L'attaque va se faire au Mali, mais partout, même au Burkina, si nous allons faire des représailles sévères, ça c'est un. Deux, nous allons nous en prendre à tous les ressortissants américains et occidentaux, sans exception, même les Français. Sans exception, nous allons nous en prendre à les ressortissants physiquement. On va les manger crus. Nous allons bloquer tous les voies qui mènent à l'aéroport. Personne ne va sortir. Pendant le blocage du convoi de l'armée terroriste français, ils ont blessé 5 de nos camarades à Kaya. Ils ont tué 3 de nos camarades au Niger. Et pour revenir tuer le leader du Niger, 4. Et puis tout récemment, quand Barkhane déménageait pour venir à Niamey, là, ils ont tué beaucoup de Nigériens. Soit disant que c'est des accidents routiers. Donc un lion blessé devient plus dangereux. Ça, on a encaissé ça. Mais on prépare le match retour. Et ça sera plus terrible que le blocage. S'ils osent même hésiter, il ne mettrait qu'une seule roquette sur le Mali. Partagez les vocales là, ça n'a qu'à arriver là où ça n'a qu'à arriver. Hein. Tous mes vocaux là, partagez, si vous voulez, partagez, ça n'a qu'à arriver là où ça va arriver. On est trop près même pour eux. On est trop près même pour eux. C'est de façon qu'ils sont venus nous tirer dessus l'année passée là. Revenir tuer d'autres parmi nous cette année là. Un lion blessé ne recule pas. Comme ils sont prêts, ils ont tué nos grands-parents pendant la colonisation, pendant la guerre mondiale. On allait aider la France à libérer la France. Nos grands-parents sont revenus au Sénégal, au niveau de Tiaroy. Au lieu de les récompenser, on les a abattus froidement. Et encore l'année passée, on bloque le convoi parce qu'ils amènent des matériels logistiques qu'ils donnent aux terroristes. Ils osent venir nous tirer dessus parce qu'on a bloqué le convoi. Parce que tout simplement, on a dit rentrez chez vous, laissez notre pays. Et puis ils ont osé tirer sur nous, tuer parmi nous nos camarades. On a préparé les vengeances. Allez-y, dites ça aux Européens. Partagez le vocal là, ça n'a qu'à arriver là-bas. Quand on est trop près pour finir avec les ressortissants résidents dans tous les pays africains, nous les panafricanistes, on est prêts. Ça c'est un. Deux, les entreprises vont partir en fumée. Et tous, dans tous les pays africains, sans exception, on est trop près même. Ils n'ont qu'à oser jeter une seule roquette sur Mali seulement. Ils vont voir ce que la jeunesse africaine va faire pour eux. On est trop près même. De toute façon qu'ils ont tué nos camarades au Niger l'année passée, tiré sur nos camarades à Kaya, blessés là. Faut aller-y les dire que nous on a déjà préparé match retour. Ça c'était match aller. On a préparé match retour, ils vont rendre témoignage.
tous les ressortissants vont être massacrés, tous, en Afrique, sans exception. Ça, c'est un. 2, les entreprises vont partir en feu. 3, dites-leur que nous avons repéré toutes les maisons, là où ils logent, là où les enfants dorment. On connaît tout, on a fini de faire, puisqu'ils nous ont appris le contre-espionnage. Donc nous aussi, on a mis notre cellule en place, on a fini. On a répertorié tout. Et on attend seulement le mot d'ordre, et puis on va travailler. Ça, c'est ce. Seconde ça, on est trop près même. Il ne faut même pas qu'ils vont se fatiguer, on est trop près pour eux. Tous les ambassades vont partir en feu. Dites-les ça, les consuls, tout va partir en feu. Et on va brûler tous les symboles, les mettre, on va les aider à rentrer chez eux rapidement. Ils n'ont qu'à oser même tirer une seule roquette sur le Mali seulement. Soit disant que le Mali les a quittés, ils vont oser attaquer le Mali comme ils ont fait en Libye. Allez-y, dites ça. Partagez l'audio là, ça n'a qu'à arriver là où ça n'a qu'à arriver. Dites-les que les panafricains sont prêts partout dans le monde entier en Afrique et on les attend de pied ferme. S'ils osent jeter une seule roquette sur le Mali, tous les ressortissants seront tous brûlés vifs en Afrique ici. Les entreprises vont tous brûler. Les enfants, aucun de leurs biens ne va sortir, ni les ressortissants vivant en Afrique ne va sortir. Ils vont tous mourir, un à un. On va les exterminer dans tous les pays africains. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.